Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons parler du droit des sociétés. Comme d'habitude, je vais insérer ici le lien pour cette vidéo qui sera disponible pour vous. Alors, tout d'abord, on va jeter un coup d'œil sur les formes juridiques les plus répandues en 2018. Nous avons ici, du côté gauche, le secteur primaire, hein, ça serait l'agriculture, la pêche, etc. Le secteur secondaire, en vert clair, et le secteur tertiaire, là, dans une couleur mauve. Nous avons, dans la totalité, 325 000 raisons individuelles, donc des entreprises individuelles. Après, il y a des sociétés anonymes, 118 000, des sociétés à responsabilité limitée, 112 000, et des sociétés des personnes, 16 000. Vous voyez l'ampleur des formes juridiques. Alors, les généralités pour la dénomination. Quelles règles faut-il suivre pour donner le nom à sa société que l'on choisit? Nous avons d'un côté l'entreprise individuelle. Première règle ou première réquisition, c'est que le nom du propriétaire avec ou son prénom est obligatoire à être indiqué. Par exemple, Gavin, commerce de vin, Martin Blanc, carrelage, etc. En plus, la raison sociale ne doit pas comprendre d'adjonction qui pourrait faire présumer l'existence d'une société. Parce que l'entreprise individuelle, c'est une personne individuelle toute seule, donc pas de société. Pour les sociétés de personnes ou bien les sociétés de capitaux, ça serait la SA, Société Anonyme, et la SARL, la Société à Responsabilité Limitée. Alors, ces sociétés-là, elles peuvent former librement leur raison de commerce. Il peut y avoir une dénomination de fantaisie, une dénomination avec un adjoint d'activité, ou bien des noms de personnes. Par exemple, Esprit Vin SA, Meilleur Vin SA, etc. Ce qui est absolument obligatoire ici pour les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux, c'est qu'il faut indiquer la forme juridique obligatoirement. Mais sinon, vous êtes assez libre. Alors, en plus, il faut suivre le principe de véracité. C'est le Code des obligations 944. Une raison de commerce ne doit pas induire une erreur sur l'activité de l'entreprise, ni inclure une activité non pratiquée. Par exemple, Banking Solutions SA n'est pas valable pour une fiduciaire. Ou bien, ce ne serait pas correct de dire Monsieur Martin Blanc, carrelage international, s'il est seulement actif au canton de Jura. En plus, la dénomination, elle ne doit pas léser l'intérêt public, en particulier ne pas aller à l'encontre des mœurs, des traditions religieuses, etc. En plus, elle doit faire preuve de clarté dans le nom mentionné. Par exemple, ce ne sont pas admis Elektrogunzi, c'est l'abréviation au lieu de Elektrogunzinger. Hein, même si le monsieur est appelé Gunzi par tout le monde au Jura, par exemple. En plus, aucun élément de la raison sociale ne doit induire une erreur sur la forme juridique. Je viens de le dire. Par exemple, écrire SA si l'entreprise est une SARL, ou bien une entreprise individuelle qui contient, par exemple, une annexe et fils ou bien et compagnie.
Le Conseil national peut permettre les désignations de caractère national au territoire pour les raisons de commerce. Comme je venais de dire, carrelage Pierre Leblanc international, ça ne serait pas correct. En plus, l'ancienne raison de commerce peut être maintenue si le nom du titulaire ou d'un associé y figurant a été changé par la loi ou par une autorité. Ce serait par exemple le cas si quelqu'un se marie et veut garder le nom de non marié. Puis, le principe, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi. Le principe d'exclusivité garantit la protection du nom dans une certaine région géographique, variable selon la nature de l'entreprise inscrite au registre de commerce. Le nom par l'entreprise individuelle, alors la protection est protégée seulement localement. Donc, sur Delémont, il peut y avoir seulement un dentiste, Pierre Moron, qui est actif. Pour les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, les SA et les SARL, la protection est donnée sur tout le territoire de la Suisse. Alors maintenant, il y a un instrument très important dans le droit des sociétés, c'est le registre du commerce, qui est traité dans le Code des obligations 927 jusqu'à 943. Premièrement, chaque canton entretient un registre de commerce pour son territoire. Les cantons peuvent instituer des registres par district, et ça c'est surtout pour les grands cantons, où il y a beaucoup d'entreprises. Et les cantons désignent les organes chargés de la tenue du registre. Le registre du commerce est public et accessible pour tout le monde. Et un extrait simple est gratuit, sauf si le certificat doit être certifié. Ça, c'est l'adresse où l'on trouve toutes les informations sur les entreprises inscrites dans les registres de commerce. Et ce qui est important, tout changement, nouvelle inscription, etc. doit être publié dans le registre de commerce à niveau national que l'on trouve, comme je viens de dire, sur ces sites internet. Quand est-ce qu'il faut s'inscrire au registre de commerce? C'est quand on a la notion de commerçant. Et on est commerçant quand on fait commerce, on exploite une fabrique ou on exerce en la forme commerciale quelques autres industries. Et cette définition, on peut retenir que le commerçant est un professionnel, qu'il exerce n'importe quelle activité commerciale de manière indépendante et qu'il réalise un revenu régulier. Et le commerçant est tenu, en principe, de requérir l'inscription au registre du commerce au lieu de son établissement principal. Les activités suivantes ne sont pas considérées comme notion de commerçant. C'est les cabinets médicaux, les cabinets de notaires ou d'avocats, ou bien une ferme agricole. Alors, pour quelle forme juridique est-il obligatoire de s'inscrire? Alors, il est obligatoire de s'inscrire quand on tombe sur la notion de commerçant et en plus, toutes les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires plus haut que les 100 000 francs. Toutes les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, les SA et les SARL, doivent être inscrites au registre du commerce obligatoirement et les succursales établies en Suisse. Et en plus, les associations à but
lucratifs et les fondations. Il est facultatif de s'inscrire au registre du commerce pour les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 000 francs et les associations à but non lucratif. Et il est impossible d'inscrire au registre du commerce une société simple. Quelles informations sont inscrites au registre du commerce? La raison de commerce, la nature juridique, le siège social principal et les succursales, le but de l'entreprise, les propriétaires et associés, les titulaires qui sont autorisés de signature, le capital pour certaines natures juridiques. Il faut indiquer l'organe de révision et si l'entreprise est soumise à une révision ordinaire ou bien limitée. Ça, c'est le cas pour la SA et la SARL. Et la révision, c'est tout simplement, de manière brève, c'est l'organe, l'entreprise qui contrôle les comptes. Dans la Constitution, l'article 27 garantit la liberté économique en Suisse. Celle-ci comprend le libre choix de la profession, l'accès libre à une activité économique et le libre exercice d'une activité économique également. Il y a seulement quelques petites exceptions. Les seules exceptions concernant la liberté économique sans limite, c'est des professions ou des activités comme le pharmaciste, le médecin, le notaire, l'avocat, qui nécessitent, surtout pour la protection des clients, une formation très particulière et très spéciale. Et en plus, les assurances et les banques, parce que les réquisitions sur le capital et les réserves sont très sévères. Qu'est-ce que cela a comme effet quand on enregistre une entreprise au registre du commerce? On l'a déjà dit, c'est d'un côté la protection des raisons de commerce, l'usage exclusif, soit localement sur la commune ou bien sur le territoire suisse. Comme protection pour les créanciers, la poursuite pour les dettes, elle est beaucoup plus sévère. Donc, c'est-à-dire, c'est une procédure de poursuite sur faillite et non pas sur la voie de saisie. Il y a un effet de publication. Les informations inscrites au registre de commerce sont tenues et considérées officielles. Aucune personne ne peut pas dire qu'elle ne savait pas qui était gérant, qui était titulaire, etc. Donc, cela a un effet déclaratoire. Et en plus, il y a un effet juridique. La société anonyme et la société à responsabilité limitée n'obtiennent que leur personnalité qu'après l'inscription au registre du commerce. Donc, il a un effet constitutif. Voilà. Pour le moment, on a appris beaucoup d'informations sur les raisons sociales, les entreprises et le droit des sociétés. Une tâche pratique, vous voyez ici des affiches qui ont été propagées pendant l'hiver dernier. C'est la Migros qui fait dire à Madame Heidi « Je suis propriétaire de Migros ». Et il y a Monsieur Renato qui dit « Je suis propriétaire de la Migros ». Alors, réfléchissez et répondez aux questions suivantes en appliquant le savoir que vous avez acquis jusqu'à présent. Faites référence au droit des sociétés. Je vous prie de m'excuser, il n'y a pas de Z. Alors, première question. Renato et Heidi sont-ils propriétaires, titulaires ou sont-ils en possession de la Migros?
faites une recherche. Quelle forme juridique possède la Migros? Je vous donne une petite aide. Ce n'est pas une forme que l'on a vue jusqu'à présent. Renato et Heidi sont-ils inscrits au registre de commerce sous la rubrique de la Migros? Recherchez ça. Et quel est le message qui est fait sur la fiche? Donc, discutez avec votre collègue ou votre collègue et répondez le plus précis possiblement. Or, dans le droit des sociétés, il faut considérer également les procurations. Ça veut dire les pouvoirs de représentation. Alors, nous avons un représenté et un fondé de procuration. Autrement dit, un mandataire. Le mandataire agit au nom du représenté. Donc, le représenté donne une procuration ou un mandat pour que le fondé de procuration ou le mandataire puisse agir face à des tiers. Donc, celui-là, il conclut des contrats avec quelqu'un d'autre, avec un tiers. Mais, ce qui est très important, les conséquences juridiques de la conclusion du contrat sont entre le tiers et celui qui est représenté. La procuration peut être remise soit dans le domaine privé, soit dans le contexte d'entreprise. Et le but, c'est tout simplement, les procurations règlent la représentation légale d'une entreprise vers les tiers, vers l'extérieur. On distingue différentes procurations. On a la procuration générale, c'est une remise permanente, globale, destinée par exemple au PDG, président, directeur général, au directeur qui est un agent autorisé, un fondé de pouvoir ou fondé de procuration. Et cela est réglementé par la loi dans les articles 458 et suivants. De l'autre côté, il y a les procurations spécifiques qui représentent une remise partielle ou temporaire réglementée dans le Code des obligations numéro 32. C'est par exemple une caissière dans un magasin ou bien comptable qui sont autorisés ou qui ont le pouvoir d'encaisser, d'effectuer des échanges, etc., effectuer des paiements, e-banking, etc. Et les procurations spécifiques ne sont pas réglementées par le Code des obligations, mais ils sont soumis à des réglementations à l'interne de l'entreprise. Alors, les fondés de pouvoir, de procuration. Alors, je vous donne la survue. Il y a 3 formes de fondés de procuration. Le directeur gérant, par exemple, le fondé de procuration et le mandataire commercial. Et on regarde les effets, l'envergure, la souscription et si c'est réglementé au registre de commerce. Alors, la procuration pour un directeur est illimitée pour toute action relative au but de l'entreprise, sauf évidemment la vente de l'entreprise. Parce que si vous mettez en charge un directeur qui est employé par vous, il ne peut pas vendre votre entreprise, évidemment. Et il signera avec le nom de l'entreprise et sa signature. Et cela, il faut inscrire au registre de commerce. Et les règles sont soumises au Code des obligations 718 et suivant, 811 et suivant, et 898 et suivant. Le fondé de procuration, ça serait pour un PDG ou un directeur, c'est la même chose comme le PDG directeur, sauf qu'il ne peut pas vendre ou charger des immeubles et des terrains. Et celui-là, il va signer donc par PP, par procuration,
et son nom, et il sera toujours inscrit au registre de commerce, et les conditions à suivre, c'est dans le Code des obligations numéro 458. Et le mandataire commercial aura une procuration uniquement pour les actions ordinaires relatives au business quotidien. Et il va signer avec son nom, et il n'y aura pas d'inscription au registre de commerce, ce qui est réglementé. OR, c'est Obligationenrecht en allemand, Code des obligations 462. Alors, maintenant, on adresse les formes juridiques. Le Code des obligations distingue différentes formes juridiques et celles-ci, elles sont reconnaissables quand on répond aux questions suivantes. Qui est le titulaire ou bien qui est le propriétaire? Qui a mis à disposition le capital propre? Comment le bénéfice est-il réparti à la fin de l'année? En plus, qui assume le risque en cas de perte? Qui assume la responsabilité pour les dettes de l'entreprise? Et qui est autorisé de mener la gestion de l'entreprise? Suite à la réponse de ces questions, on distingue 3 formes différentes que l'on a déjà vues ou aperçues avant. C'est la raison individuelle, les sociétés des personnes et les sociétés de capitaux. Voilà. L'entreprise individuelle appartient à une seule personne qui l'exploite en son nom et de manière indépendante, tout seul, pas d'associé. La société de personnes est formée par un nombre restreint de personnes dont la responsabilité est personnellement engagée. Ce sont les associés qui sont les titulaires des droits et des obligations et pas la société. C'est important. Ce n'est pas la société qui prend des obligations et des droits, c'est les associés personnellement. Et la société de personnes n'a pas de personnalité juridique propre. Les sociétés de capitaux est dotée d'une personnalité juridique propre. La qualité de sociétaire dépend fortement du capital investi, ainsi de la responsabilité et les droits. Et la responsabilité financière se limite aux actifs de la société. Donc, ici, la personnalité juridique est par le propriétaire ou par les propriétaires, et ici, c'est la société qui a une nature juridique propre. Nous regardons quelques avantages et désavantages. Entreprise individuelle, avantage. Fondation simple, pas de capital minimal requis, flexibilité et liberté, bénéfice n'est pas à partager, pas de double imposition et il y a une absence d'anonymat. Les sociétés de capitaux, les avantages, la levée ou la procuration de capital est plus ample, plus facile. La responsabilité financière est uniquement sur l'apport de capital des sociétaires, donc sur l'actif. Les parts de capital sont facilement transmissibles. Il y a un libre choix de nom et il y a davantage d'anonymat. Les désavantages pour l'entreprise individuelle, il y a une responsabilité personnelle à 100%. Ça veut dire la responsabilité, c'est garantie par les actifs de l'entreprise et le patrimoine privé. Et la levée de capital est beaucoup plus limitée que pour les sociétés de capitaux. Les désavantages, la fondation, le processus de fondation est plus complexe. Il faudra partager le bénéfice et il y a une double imposition.
c'est la société qui est taxée et les sociétaires. Nous regardons le processus dans le déroulement de la fondation d'une société anonyme ou bien une société à responsabilité limitée. Alors, le déroulement se fait par un acte constitutif et surtout sous la forme absolument authentique. Donc, il faut un notaire pour créer une SA ou bien une SARL. Ça, c'est très important. Alors, tout d'abord, j'indique ici les articles qui font référence à ces points. D'abord, il faut établir les statuts. Alors, cela se fait par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. Il faut faire les statuts contenant la raison sociale, le domicile, le but de l'activité, l'apport de capital par sociétaire, la désignation des organes, la réglementation de la gestion de l'entreprise et il faut un rapport de fondation. Donc c'est un protocole qu'il faut rédiger. Le deuxième pas, c'est il faut verser le capital. Les fondateurs constatent le versement du capital social, soit en monnaie ou soit en apport d'actifs. Ça serait des stocks, des machines, des outils, des voitures ou bien même des immeubles, par exemple. Il faut instituer les organes, hein. Ce n'est pas les organes du corps, mais c'est, disons, les éléments qui, après, mettent en vigueur et qui sont actifs pour l'entreprise. Les sociétaires instituent les organes chargés de la gestion. Hein. Ils désignent l'organe de révision si nécessaire. Et il faut une authentification public, c'est-à-dire un notaire confirme l'acte de fondation, c'est l'acte constitutif, et confirme que ces procédures ici en haut, du 1, 2 et 3, ont été respectées. Et puis, disons, la naissance vraie et propre se passe au moment où l'entreprise est enregistrée dans le registre du commerce. C'est la naissance de l'entreprise. Avant, il n'y a pas d'entreprise existante. Les droits des actionnaires. Ici, on se trouve uniquement dans la SA ou bien aussi dans la SARL. Alors, les sociétaires de la SA, Société Anonyme, et la SARL, ils ont des droits patrimoniaux. Ils ont droit à une part du bénéfice, c'est la dividende. Ou bien, pour la SARL, participation au bénéfice. Ils ont droit à une part du produit de la liquidation en cas de dissolution de la SA ou SARL. Et ils ont droit de souscription préférentielle en cas d'augmentation du capital. Ils ont aussi des droits sociaux. Ils ont droit de participer à l'Assemblée générale, droit de vote, droit de contrôle et le droit de demander la désignation d'un contrôleur spécial. Et ils ont droit d'attaquer en justice les décisions
de l'Assemblée générale contraires à la loi ou bien au statut. Et quelles sont les obligations? Il y a une seule obligation pour l'actionnaire ou bien l'associé de la SARL. Cela consiste à libérer entièrement les actions souscrites ou bien les parts du capital social pour la SARL. Sinon, la loi n'impose aucune autre obligation. L'organisation de la SA. Le pouvoir suprême, c'est l'Assemblée générale. AG, Assemblée générale. Et l'Assemblée générale adopte et modifie les statuts, nomme et révoque les membres du conseil d'administration ou l'organe de révision. L'Assemblée générale approuve les comptes et le rapport de révision. Et les comptes, c'est le bilan et le compte des résultats. Là, on revient dans la comptabilité. Et se prononce sur l'emploi du bénéfice qui a été proposé par l'organe de révision. Et puis, évidemment, les deux autres organes de la société anonyme, donc les trois organes sont l'Assemblée générale, le conseil d'administration et l'organe de révision. Le conseil d'administration, il est chargé de la gestion de la direction, il nomme et révoque les chargés de pouvoir, il prépare l'Assemblée générale et exécute les décisions prises par l'Assemblée générale. Et le conseil d'administration établit un rapport de gestion et présente les comptes annuels, bilan et compte de résultats. Et, dans le cas nécessaire, il informe le juge en cas de surendettement. Et l'organe de révision doit être indépendant et qualifié. Et si je dis indépendant, ça veut dire ne peut pas être membre du conseil d'administration, sinon il y aurait un conflit d'intérêts. Les réviseurs doivent être inscrits au registre de commerce. Ils confirment qu'un système de contrôle est en place et ils rédigent les comptes annuels et proposent l'utilisation du bénéfice. Les responsabilités sous la forme de la société anonyme, c'est tout simplement, les actionnaires, c'est les propriétaires. Alors, une fois que les actionnaires ont libéré entièrement les actions souscrites, ils n'ont aucune autre obligation. Les actionnaires ne sont pas responsables avec leur participation au capital en action, et c'est uniquement l'actif qui répond à toutes les dettes de l'entreprise. Et cette limitation des responsabilités mène qu'il y a des règles plus sévères que dans le cas des sociétés de personnes. Parce que dans les sociétés de personnes, la responsabilité financière s'étend aussi au patrimoine privé des associés. Donc, il y a 3 points de vue à respecter. C'est les principes d'évaluation qui sont plus sévères afin de protéger les créanciers et il y a des limites d'évaluation maximale. Et il faut former des réserves, surtout pour la SA. Il y a une obligation de créer des réserves et il faut retenir 5% du bénéfice sous certaines formes, sous certaines règles à respecter. Et cela constitue une augmentation du capital. Et puis, il y a une obligation d'information. Si les pertes atteignent un certain niveau, il faut appeler une assemblée générale spéciale et dans certains cas, il faut même informer le juge. Alors, c'était beaucoup d'informations. Je vais vous donner
dans cette vidéo une petite survue quand il faut choisir quelle forme juridique. L'entreprise individuelle est destinée pour des petites entreprises qui nécessitent peu de capital. En fait, il n'y a aucune réquisition et il y a un seul propriétaire. La société à responsabilité limitée, c'est destiné aux petites et moyennes entreprises. En fait, le capital nécessaire, les moyens qui sont requis sont 20 000 francs. C'est pour plusieurs propriétaires qui peuvent être des personnes morales et des personnes physiques. Et pour la société anonyme, c'est destiné pour des moyennes et grandes entreprises ou pour plusieurs actionnaires qui peuvent également être des personnes morales ou physiques. La levée de capital est plus facile, beaucoup plus facile, surtout que l'entreprise individuelle et pour la SARL. Et il y a la possibilité de cotisation en bourse. J'attire votre attention au fait que dans le chapitre, vous avez une feuille qui regroupe tous les avantages et inconvénients des trois formes que l'on connaît, donc entreprise individuelle, société anonyme et la société à responsabilité limitée, qui font partie des objectifs évaluateurs de ce chapitre. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.